Raphaël Maestro, merci d'être avec nous pour ce mot à mot, des mots de minuit, 27e Festival de Sarlat. Le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est cumul. Mais je le balance immédiatement avec le mot engagement. Donc, que faites-vous? Je cumule. Je cumule parce que j'occupe beaucoup de fonctions dans des réseaux professionnels qui ont à voir avec le cinéma, l'action culturelle, qui ont à voir avec toute la chaîne du cinéma. Et alors le cumul, en fait, c'est l'addition des engagements consécutifs d'une vie de travail. Hein. Voilà, je suis quelqu'un comme beaucoup de gens passionnés par leur métier qui aspirent à comprendre et à prendre un peu plus conscience en prenant peut-être des responsabilités surtout au nom de personnes qui ont elles-mêmes des engagements. Je crois que c'est ça le plus important. On est toujours représentant de quelque chose ou d'une corporation ou de personnes auxquelles on croit sur des principes mutuels. Et il est assez évident que j'aime à penser que je peux représenter la pellicule. Ouais, entre autres la pellicule. Il n'y en a plus de pellicule malheureusement. Non mais voilà, donc tout est une histoire d'organisation. Mais alors vous faites quoi schématiquement? Je suis exploitant. Exploitant, c'est celui qui... c'est un très vilain mot, exploitant, mais exploitant, c'est celui qui... Vous avez des salles? Qui gère, oui. Moi j'ai une salle un peu particulière parce qu'elle n'existe pas en fait. Elle est dans un camion. En l'occurrence 2 camions, et c'est un circuit itinérant. C'est un module mobile qui se transforme tous les soirs en salle de cinéma, dans des salles qui ne sont pas dédiées au cinéma, qui sont des salles des fêtes, des salles de bal, des salles de château, puisqu'on est en Dordogne, donc il y a un patrimoine important. Oui, donc vous faites ça en Dordogne, hein, on fait ça en Dordogne, ouais, depuis plus de 20 ans. On amène en fait le cinéma chez les gens. Et on l'amène tous les soirs de l'année. On fait des centaines de projections dans des lieux donc, qui sont connus par les spectateurs puisqu'ils y vont pour aller à des repas, à des réunions. Et il est très facile de transformer une salle de cinéma, d'une salle qui n'est pas une salle de cinéma comme celle-ci, en salle de cinéma, puisqu'on prend évidemment les lois de la symbolique, un écran d'un côté, des chaises dans le même sens, et un projecteur derrière. Nous sommes toujours sur la projection. L'image ne vient pas de derrière l'écran. Si je dis programmation? Programmation, c'est la nourriture. La programmation, c'est ce qu'on va projeter sur l'écran et qui va faire venir un certain nombre de personnes. Et tout le travail de l'exploitant est de convaincre des gens qui n'ont pas forcément l'automatisme d'aller voir un certain nombre de films de venir dans nos salles. Donc c'est ce qu'on appelle la médiation, on a plein de nouveaux mots maintenant. Moi j'appelle ça l'action culturelle, celle de promouvoir un cinéma exigeant sans jamais l'indiquer. C'est-à-dire commencer par Mary Clark, c'est terminé par Aragon. C'est ça. Le cinéma, ça marche? Oui, ça marche, on en est la représentation vivante, puisque en 25 ans, les entrées ont largement progressé, et ça s'est fait, non pas au détriment des films commerciaux, mais en s'appuyant sur des films d'auteur, et donc en faisant une éducation à l'image pour le grand public. Quand vous êtes exploitant, vous créez une alternative à une pratique, en gros au fait que les gens, en rentrant chez eux le soir, aspirent à se décontracter en regardant des programmes télévisuels. Moi, ce qui m'intéresse dans mon boulot d'exploitant, c'est la sociologie et la sociabilité, en fait. C'est le fait que le cinéma, c'est voir évidemment un film en public, éprouver des émotions dans le noir, en collectif. Peu de gens ont conscience de ce qui s'y joue, mais moi j'aime beaucoup regarder les audiences, les spectateurs quand ils regardent le film, et je suis toujours subjugué d'une certaine façon par la capacité qu'a le cinéma à tirer sa puissance. On s'appuie sur la puissance des œuvres. En regardant les visages des spectateurs qui regardent un film, on s'aperçoit que tout ceci n'est pas très anodin et que ça marche tous les soirs. 3 mots. Putain, risque, surprise. Putain, ce film-là, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr de le proposer pour l'audience que je veux avoir. Le risque, prendre le risque de cette programmation-là,
courageuse ou poétique par rapport à l'exemple précédent. Et puis surprise, quand avez-vous été surpris d'un film difficile que vous proposez à votre public dans cette itinérance? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Autrement dit, quels sont les films qui peuvent apparaître extrêmement difficiles d'abord et qui ont été extrêmement bien accueillis par le public? Tout récemment, on est en train d'exploiter un film comme Le Grand Bal, qui est un documentaire de création qui part d'un sujet qu'on peut résumer comme étant celui de la danse, des traditionnels. Et en fait, ce documentaire-là nous raconte tout à fait autre chose. Donc c'est véritablement l'exemple que la forme documentaire peut être un frein pour un certain nombre de spectateurs, que la thématique peut être aussi également un frein. Tout l'enjeu, notamment par le biais d'un circuit itinérant, c'est que les gens ne vont pas voir tel ou tel film, ils vont au cinéma. Et quand vous les recevez en caisse, mes collègues projectionnistes me disent toujours la phrase définitive, c'est « qu'est-ce que vous passez ce soir ?» Donc en fait, le job est fait, le boulot est totalement assumé, puisque le rôle de prescription, de prescripteur que l'on a, est totalement assumé. Et les spectateurs, jour après jour, soir après soir, vous le certifient. Donc c'est pour cela que c'est un métier très étonnant. Il est à la fois étonnant et facile. Étonnant dans la capacité qu'on a à convaincre en s'appuyant sur une œuvre. C'est pas non plus extrêmement compliqué quand on est passionné de trouver toujours un moyen, et si on n'y arrive pas, ou si le moyen s'étiole, à en trouver un autre. Comme disait Arthur Schopenhauer, vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Exactement. Et l'autre chose, c'est que la plupart du temps, les gens sortent des salles en disant c'est quand même vachement bien le cinéma. Donc voilà, c'est un boulot. Ce boulot de passeur-là, il est à la fois simple et complexe. Simple parce que tous les soirs, c'est la même méthodologie, c'est un équipement technique. Et complexe, c'est pour la question qui peut se révéler complexe, pourquoi on ferait ça? Et c'est ce qui m'intéresse dans l'action culturelle qui, pour moi, est une action politique majeure. Politique majeure, par ces temps d'immédiateté et de consommation, c'est important que le terme politique retrouve un peu de couleur. Le Grand Bal extrait. Au Grand Bal, depuis 27 ans, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. Toute la journée, on apprend des danses dans des ateliers. Et les soirs, c'est les bals. On peut danser jusqu'au petit matin, et là, on recommence. Et entre-temps, on essaie de voler quelques heures pour dormir. On est plus de 2000 à perdre comme ça ensemble la notion du temps. C'est génial de se faire inviter à danser, quoi, aujourd'hui. Quelqu'un que tu ne connais pas et que peut-être tu ne reverras pas et tu as passé un moment comme ça. Ce côté éphémère, ça crée une poésie humaine, je trouve ça beau. Le bal, c'est un des rares espaces où on se touche, même si on se connaît pas, où les corps se rencontrent. Danser à 2, à 4 ou à 100, c'est toucher en moi la joie pure. Il y a une connexion, mais qui est liée à l'envie de vivre, et on sent ça ici. Le nombre de mecs aujourd'hui qui me demandent que je les guide, c'était pas ça avant. Je te le dis que c'est bien. Bon, bah, on ira. Donc des films difficiles mis à portée, dimension politique de l'action culturelle que vous menez. Itinérance, audience, c'est-à-dire que dans un département ou dans des départements comme ceux où circulent les associations dont vous êtes président, vice-président, enfin je ne sais pas quoi, d'autres, mais enfin, voilà, c'est ce cumul dont on parlait tout à l'heure, hein, d'associations, etc. Quelle est l'audience ? L'audience, elle est... alors, déjà, un critère objectif. En moyenne, si l'on divise chaque année en France, si l'on divise le nombre de millions de spectateurs par le nombre de séances, on arrive au chiffre de 30. Il y a 30 en moyenne, il y a 30 personnes qui seraient présentes. À une séance de cinéma, en moyenne dans l'année. Nous sommes dans un département rural, celui de la Dordogne, qui est le 93e département le plus riche de France. C'est-à-dire que, voilà, cela indiquant ceci. On est sur un département extrêmement rural, extrêmement vaste, où la problématique du déplacement est une vraie problématique.
On a une audience à 47 spectateurs en moyenne par séance. Peut-être parce que ce rôle de prescription joue un peu plus qu'ailleurs. Peut-être parce qu'on a besoin de films commerciaux et porteurs dans les temps, c'est-à-dire dans les temps de la médiatisation de ces films à la télévision ou sur la mass média. Mais on n'a pas forcément besoin de les avoir tout de suite. On a surtout besoin d'indiquer aux gens qu'ils ne vont pas avoir à attendre longtemps pour les voir. Et tout ceci, je pense, et le cinéma et l'exploitation cinématographique est un truc de dingo, puisqu'en fait, on est ouvert tous les soirs de l'année à la campagne. Donc et la phrase est jolie et tous les itinérants le disent, mais on est la dernière lumière allumée dans les villes. Il n'y a plus de tabac presse, il n'y a plus de perception, les bureaux de poste sont mutualisés. La salle de cinéma est comme a véritablement cette représentation très symbolique d'être ouverte tous les soirs de l'année. Un mot qui arrive comme ça, qui traverse la route en courant, c'est le mot retape. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour attirer votre public ? C'est pas évident que dans des régions, enfin, ou dans des zones rurales, les gens aient envie de venir voir ce qui a été déchargé de la camionnette. C'est un ensemble, je pense, c'est une combinaison d'actions, d'actions très assumées sur la communication, où on fait encore des programmes papier pour un certain nombre de spectateurs qui ont besoin d'avoir ce programme papier. On est très présent sur les réseaux sociaux avec une grosse communauté qui nous suit très régulièrement. Comme l'association Ciné-Passion est également commission du film bureau d'accueil de tournage, on a un fichier énorme de gens qui font beaucoup de figurations puisqu'on accueille beaucoup de tournages. Donc ce sont nos prescripteurs, on est en relation directe avec eux, ils nous connaissent, ils connaissent nos visages et on connaît un certain nombre d'entre eux. Donc, et après, la presse quotidienne régionale joue encore le jeu d'annoncer. Donc on est sur une multitude de supports qui les uns avec les autres arrivent à avoir un vrai effet combinatoire, mais je le répète, les gens savent que proche de chez eux, à moins de 20 km, c'était tout l'enjeu de l'association dès le début, tous les soirs de l'année, le cinéma est ouvert. Je vous propose de regarder une bande-annonce, un film-annonce qu'on a déjà vu à l'occasion de ces mots à mots tournés ici à l'occasion du 27e festival du film de Sarlat. C'est le film-annonce de La Tortue Rouge. La Tortue Rouge, film de Michael Dudok de Witt, film d'animation, qui est ce film qui a été, et c'est la première, c'est une première, qui a été, comment dirais-je, portée par l'Éducation nationale auprès de tous les élèves, toutes sections confondues, y compris auprès des élèves de terminale option cinéma. Vous êtes ici à Sarlat vice-président du festival de Sarlat. Vous êtes également en charge de la programmation pour les lycéens. Encore une fois, festival un peu singulier puisque c'est 600 lycéens qui, pendant une semaine, peuvent rencontrer le monde du cinéma, les acteurs, les réalisateurs, etc. Un mot sur La Tortue Rouge,
c'est le fait que le film d'animation, c'est une temporalité, c'est une lenteur. Celui-là est un film sans parole, donc c'est quelque chose d'anachronique par rapport à une société qui ne vit que d'immédiateté de consommation. Comment est-ce que vous, en tant que programmateur en chef, en tout cas, enfin, je mets le mot entre guillemets, comment est-ce que vous vendez, entre guillemets encore, ce film ? Et comment vous le destinez à vos lycéens, dont il y en a 600? Alors, oui, alors on le destine à nos lycéens parce que c'était le film du bac. Je vous rappelle également que le film est inscrit cette année dans tous les dispositifs scolaires de l'école primaire. Tous les élèves. Ouais. Voilà, pour tous les élèves de France. Donc ça dépendra évidemment des départements et des choix des uns des autres. Moi, j'ai évidemment aligné ce film-là qui va être vu par 15 000 écoliers et collégiens durant les prochaines semaines en Dordogne. Le travail qu'on a mené sur le festival du film de Sarlat est un travail pour lequel j'ai demandé l'assistance de personnes dont le cinéma d'animation est une passion, un métier, une vocation. Et donc les deux conférenciers, Pascal Vimenet et Xavier Kawatopor, m'ont énormément appris. Je ne suis pas spécialiste du cinéma d'animation, j'ai eu beaucoup de plaisir à constituer cette programmation-là, puisque les films de Miyazaki ou de Takahata sont des films qui sont depuis longtemps dans les dispositifs scolaires, qui parlent énormément, qui font découvrir une toute autre culture. La Tortue Rouge est une coproduction belgo-japono-française. Tout à fait, avec les studios Ghibli mondialement célèbres. Donc ça a été assez facile de se rendre compte très vite que ce petit monde de l'animation, ce monde de l'animation était sur un nombre de personnes assez restreintes, qui travaillaient depuis de très nombreuses années ensemble. Et il m'a semblé, durant toute cette semaine, qu'en fait, j'ai rendu visible le travail de Michael, du Doc de Witt, mais également de tous les gens qui réfléchissent et qui critiquent et qui accompagnent ces films-là. Je les ai rendus visibles alors que pendant des années, ils ne l'étaient pas. Et je pense que c'est ce que les lycéens également ont pu saisir, c'est-à-dire l'ambition de ces films d'animation à se servir d'une autre narration, d'une autre symbolique, que celle de la prise de vue réelle et d'appréhender pourtant aussi bien le réel. Ressenti le vôtre par rapport à ce film-là, au-delà du ressenti, enfin de la volonté du programmateur. Votre ressenti à vous, comment est-ce que vous, comme spectateur, voyez ce film? Alors, je l'ai vu comme un spectateur lambda, puisque je suis un spectateur lambda. J'ai été rempli d'émotions assez inconnues, puisqu'en fait, ce film travaille beaucoup sur les symboliques. Il y a des symboliques extrêmement lourdes qui ont à voir avec le plus profond de chacun d'entre nous. Et c'est un film que j'ai fait découvrir à mes enfants. J'ai l'habitude de faire une séance familiale le dimanche après-midi, en fin d'après-midi à la maison. Avec un vrai projecteur sur un grand écran en tout cas, dans une installation pas avec précaire. Non, ça ferait trop de bruit. Et en fait, bon, je leur ai fait voir des tas de choses, mais ce film-là m'a rappelé un autre film d'animation qui était un peu moins connu de Jean-François Laguilloni qui s'appelle L'île de Blackmore. C'était un film en fait où les silences sont saisissants. Et on s'en aperçoit d'autant plus qu'on voit ce film-là en public. Après, voilà, les thématiques de l'histoire, je les ai redécouvertes et pour beaucoup découvertes lors de cette édition, parce que je suis un des premiers aussi à recevoir l'information des conférenciers. Et on a au final besoin qu'on nous explique en permanence les symboliques et la portée des images qui sont portées à notre connaissance. Troisième regard sur le cinéma avec cet extrait de Cinéma Paradiso. Me lo posso prendere? No! Allora questo me lo posso prendere? È tutto il giorno che ti cerco. E il latte l'hai comprato? No. Il cinematografo! Il cinematografo! Io non c'entro. Tua moglie mi ha detto di portarti a mangiare. Dammi qua. Vai, mettiti, datemi ragione. Appena mi giro fai come ti pare. Totò! Ora lo dico pure al cassiere. Non devi mangiare più nemmeno le zancine, hai capito? Alfredo! Uè! Ho pagato il biglietto. Devo vedere la pellicola. Tanti altri in paese lo sanno fare, l'operatore.
Solo un cretino come me lo poteva fare. Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importanti. Au sortir de ce film-là, le mot que je vous propose, c'est projectionniste. Ben, c'est le début, le projectionniste. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le métier en étant projectionniste. Je le suis plus, puisque j'ai Sauf le dimanche soir pour vos enfants. Ouais, j'ai pu constituer une équipe, tout à fait. J'ai pu constituer une équipe où certains sont bien meilleurs que moi. Projectionniste, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans ce métier-là et de me rappeler que la projection, c'est de la technique. Tout simplement. J'ai commencé en plus à une époque où la pellicule, enfin le numérique n'était même pas évoqué, donc je ne suis pas du tout bricoleur dans l'âme, vraiment pas. Et la projection, ça m'a vraiment porté, puisque tous ceux qui ont pu manipuler une pellicule et voir les photogrammes et comprendre simplement le système de 24 images secondes, c'est quelque chose qui m'a totalement passionné, et c'était aussi, pour quelqu'un qui a fait des études assez sommaires, qui a été en gros jusqu'au bac, ça m'a permis... Vous l'avez eu ? Ouais, je l'ai eu, il valait mieux. Félicitations. Merci beaucoup. Ça m'a permis de passer un CAP, qui pour moi est une vraie valeur, un vrai diplôme professionnel validant, ou quelque chose sur laquelle je pouvais avoir une vraie compétence. Et le fait de savoir projeter les images aux autres et d'en tirer profit, puisque c'est la définition aussi d'une fonction sociale d'un emploi, m'a permis de constituer une structure associative très forte, très engagée, où tout le monde se rappelle que l'origine de cette association participe d'un projectionniste bénévole. Voilà, je pense que c'est... et moi, le travail collectif m'intéresse toujours beaucoup. On a beaucoup de métiers maintenant différents dans l'association, mais l'équipe des projectionnistes, ils sont 3, est une équipe qui a toujours pas un côté sacré, mais enfin, il y a quand même un regard très très bienveillant sur ces aspects techniques. Et je pense que c'est ce qui joue aussi sur le fait que dans notre système d'action culturelle, on fait les choses de façon progressive, méthodologique. On y met beaucoup de sens derrière, mais à la base, on est quand même sur du pas à pas. 2 mots pour terminer ce mot à mot. Le mot numérique, on a parlé beaucoup de pellicules, ça n'existe plus. Est-ce que le numérique change quelque chose à votre itinérance cinématographique? Est-ce que ça la facilite parce qu'il y a moins lourd à charger dans le camion? Est-ce que dans le reçu, dans l'immédiateté de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut recevoir, ça change quelque chose de votre point de vue Alors, j'ai une petite anecdote, une petite blague de projectionniste. Justement, quand on est passé au numérique, la première chose qu'on s'est dit avec les collègues, c'est qu'on allait enfin pouvoir programmer des films avec Vincent Lindon. Parce que sur l'itinérance, on avait un problème de son. Dans les salles qui ne sont pas des salles équipées sur le son. Vincent Lindon est un acteur qu'on admire et on a passé beaucoup de ces films-là. Mais on avait vraiment beaucoup de mal à passer les films de Vincent Lindon en itinérance parce qu'avec le bruit du projecteur et l'élocution de Vincent Lindon, il y avait toujours un petit peu de... Donc quand le numérique est arrivé, au-delà de cette petite anecdote, quand le numérique est arrivé, ça a posé la contrainte que les équipementiers et les constructeurs de matériel n'avaient pas pensé à nous. L'itinérance devait donc crever. Et avec un ensemble d'exploitants des Cévennes notamment et de ce secteur-là, on a été chercher du matériel, on a été voir des fabricants et on leur a donné nos contraintes, on a trouvé un projecteur. Tous les spécialistes du cinéma de la place de Paris nous disaient « vous n'arriverez jamais à faire du cinéma itinérant en numérique ». Et on leur démontre depuis 5 ans que d'une part le matériel est toujours bon, et que nous, on a gagné, on a fait une progression technologique absolument sidérante, puisqu'on est bien meilleur en projection que nombre de salles de cinéma fixes de France. Dernier mot, c'est chiffres.
dans cette itinérance numérisée désormais. Combien est-ce que vous drainez de spectateurs par an en Dordogne? Alors, en Dordogne, sur le réseau Ciné Passion, il y a à peu près 250, enfin c'est à peu près, on compte tout le monde, hein, on donne des tickets, donc c'est 250 000 personnes. L'itinérance doit représenter 25 000 par an et 25 000 de plus sur le cinéma plein air, puisqu'on est sur une région très touristique et qu'on fait du cinéma plein air depuis très longtemps. Donc c'est 250 000 personnes qui, s'il n'y avait pas notre schéma de salle publique, parapublique et le circuit itinérant, je pense qu'on perdrait 50 à 70% de ces personnes-là. C'est parce que les salles sont là que les gens viennent. Une actrice, un acteur, un film. Faye Dunaway, Vincent Lacoste, La Maison du Diable, de Robert Wise. Merci beaucoup. Merci à vous.